Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Thierry Breton, ancien commissaire européen, et surtout parce que c'est ce qui nous importe ce matin, ancien ministre de l'économie de 2005 à 2007, économie et finances. Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Bien, nous allons regarder ce budget présenté hier par le gouvernement. Est-ce qu'on peut dire, compte tenu des déficits actuels, des chiffres donnés hier, des chiffres révélés dans l'année, qu'il y a eu, il y a un an, mensonge d'État? Non, je crois qu'on ne peut pas dire ça. Mensonge d'État, vous savez, le budget, ça se construit effectivement en fonction des prévisions, en fonction des rentrées. Mais vous savez, derrière tout ça, moi je me posais une question. Oui. On a aujourd'hui, donc, on nous dit qu'on va avoir 6% de déficit. Oui. Alors pour nos auditeurs, 6% de déficit, ça veut dire qu'on dépense 180 milliards d'euros de plus que ce qu'on gagne. 180 milliards de plus que ce qu'on gagne. Par parenthèse, Oui. vous savez, Jean-Jacques Bourdin, Non. depuis 1981, vous verrez pourquoi je prends cette date, elle est historique, avec évidemment l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. Depuis 1981, tous les ans, la France dépense, c'est la moyenne, je l'ai calculé, 57 milliards de plus que ce qu'elle gagne. En gros, 60 milliards. Ben, vous multipliez 60 milliards par maintenant 60 ans. 43 ans. Hein, non, plus, Même 60 ans, plus, 60 ans. Oui. Eh bien, vous avez la dette d'aujourd'hui. Tous ces déficits qui s'accumulent année après année, eh ben, ça se transforme en dette. Alors, et là, vous voyez, la moyenne de la France depuis 1980, c'était 57 milliards. Aujourd'hui, on est à 150 milliards. Mais Jean-Jacques Bourdin, ça va durer jusqu'à quand, ça ? C'est ça la question qu'il faut que les Français se posent aujourd'hui. C'est pas de dire quelle rustine on va mettre. C'est un budget de pompier, le budget qui nous est présenté aujourd'hui. Je jette la pierre à personne, mais c'est un budget de pompier. On est là, effectivement, on colmate les brèches. Mais pour nous dire quoi ? Pour nous dire qu'on va faire, c'est formidable, on va faire l'année prochaine, combien ? 6% de déficit, 5% de déficit ? 5% l'année prochaine, 5%, nous dit-on. Jean-Jacques Bourdin, nous dit-on. Alors 5%, et encore une fois, je ne critique personne, mais 5% pour nos compatriotes, 5% du PIB, le PIB c'est 3 000 milliards, ça fait encore 150 milliards de plus. Depuis 60 ans, on dépensait que 60 milliards de plus. Maintenant, on est sur un rythme 3 fois plus. 3 fois plus. Alors il faut bien donc qu'on se pose la vraie question. C'est une fuite en avant, c'est une fuite en La avant. seule question qui vaille aujourd'hui, c'est pas évidemment d'intervenir en pompier tous les ans avec un psychodrame, parce qu'on nous a expliqué, et je le crois, qu'il a fallu dissoudre l'Assemblée nationale pour affronter un moment difficile en septembre, parce que le budget allait être très difficile. Mais c'est tous les ans que le budget va être difficile. Alors quoi ? Il va falloir que tous les ans, on dissolve l'Assemblée nationale parce qu'on aura un budget toujours plus difficile ? Non. Il faut désormais qu'on se pose la question, comment on fait pour vivre ensemble ? Comment on fait pour baisser la dépense de l'État ? Comment on fait pour revoir les dépenses structurelles ? Comment on fait pour sortir de ce mythe français ? Alors justement, le mythe Thierry français, Breton, je le vais mythe vous français de poser la 80. question. Je vais vous poser la question. Vous avez été ministre de l'économie et des finances. C'est vrai que pendant 2 ans, vous avez réduit le déficit. L'un des rares, peut-être le seul. Oui, le déficit, mais surtout la dette. Avec Et Jean-François la dette, Copé, on a oui. baissé Avec de Jean-François 3 points de Copé. PIB. C'est la seule fois où on a baissé. Mais on Voilà. avait une politique qui était résolue. On a dit vraiment, ça va être notre politique. On a passé de 64% à l'époque, vous vous rendez compte, 64% de 67, de dette par rapport au PIB à 64. Mais 3 points de PIB, c'était énorme. On l'a fait. C'était pour démontrer que si on a une politique, on peut le faire. Bien, on peut le faire. Est-ce que vous avez, il y a quelques mois, alerté Emmanuel Macron sur ce danger-là? Oui, bien sûr. Je lui ai parlé cet été, bien entendu. Vous lui Et avez parlé mais cet bien été. entendu, bien Vous entendu. lui avez dit. Alors, Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Est-ce encore une fois, Oui. je suis pas là pour faire la leçon à qui que ce soit. Mais comme j'ai des interactions, ce qui était tout à fait normal dans mes fonctions, j'étais commissaire européen, je voyais les choses. Vous l'avez rappelé, je connais bien les problèmes de finances publiques pour les raisons que vous venez d'évoquer. Et donc, c'est vrai que je lui ai dit à l'époque, dans les échanges qu'on a eus, attention, le budget va être difficile, ça va être un sujet majeur pour la rentrée. Et vous savez, ce qui est vraiment incroyable... Que vous a-t-il répondu? Eh bien, on en a discuté, je ne vais pas dévoiler ça ici, Non, mais bien entendu, tout le monde était au courant, mais c'est quand même absolument incroyable.
Moi, j'étais à Bruxelles à l'époque, mais les bras me sont tombés de Bruxelles. Quand j'ai vu qu'on nous explique, et ce qui était vrai, qu'il fallait dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'il n'y avait plus de majorité pour pouvoir supporter la discussion légitime sur ce qu'on va faire pour remettre la France dans les rails, pardon cette expression un peu triviale. Et qu'est-ce qu'on a vu pendant la période, certes courte, mais la période des élections législatives? Tous les partis politiques, Jean-Jacques Bourdin, je dis bien tous, y compris ceux qui sont dans la coalition aujourd'hui, y compris, encore une fois, les deux principaux, ils nous ont tous mis pendant la campagne, non pas sur la table les économies structurelles qu'il fallait faire, mais ils ont tous augmenté. Mais je me suis dit, mais on est où? On nous dit qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale parce que précisément le budget il est intenable, oui. Et de la France insoumise. Alors ça évidemment, là c'était vraiment le concours Lépine, c'était champion du monde. Mais le Rassemblement national aussi. Et tous les autres sont venus avec des dépenses supplémentaires. Donc on a raté une fois de plus un moment peut-être court, mais où on avait l'occasion d'expliquer aux Français ce qui se passe et de discuter ensemble de la vision. Moi je vais vous dire. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce budget présenté hier. Simplement, je voudrais quand même regarder. Le ruissellement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, le ruissellement. Mais c'est structurel, Jean-Jacques Bourdin. Là aussi... Mais ça a été mis en avant, rappelez-vous, par Emmanuel Macron. Mais Jean-Jacques Bourdin, oui. Juste un point d'histoire, puisque j'ai entendu avec attention, c'était très intéressant, le débat d'un instant. Comment on en est arrivé là? J'ai fait ce petit retour en arrière. C'est très intéressant. En 1974, la dette de la France est de 14,5% par rapport au PIB. C'est Giscard, on s'en souvient, qui est au pouvoir. Dans le septennat de Giscard, il y a deux chocs pétroliers, on appelle Raymond Barre au secours, la dette monte jusqu'à 21%. Quand Mitterrand arrive au pouvoir, François Mitterrand, la dette de la France est à 21% de PIB. Quand il part, après deux septennats, la dette est à 53%. Comment on a fait pour augmenter de 30 points de PIB? Parce que Mitterrand va découvrir la dette et l'usage de la dette pour un usage politique. Il va, et voilà, oui. Je ne jette la pierre là encore une fois à personne. Quand la gauche arrive au pouvoir, on a voulu réinventer 36. Oui. Alors c'était plus les congés payés. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Vous vous souvenez qu'elle n'était pas prête. Il y avait ces propositions qui étaient un peu farfelues, on va dire les choses comme ça, qui ont coûté très cher du reste à l'État et à la France. Et il va nous dire, finalement, moi, mon septennat, ma conquête sociale, ça va être de travailler moins. Ok, très bien, pourquoi pas? Mais travailler moins, financer comment? Ça a été la réduction du temps de travail. Ça a été la réduction du temps de travail aussi. Dans la vie, on est passé, souvenez-vous, de 65 ans à 60 ans. Alors que la démographie nous montrait qu'il fallait au contraire rallonger. Ça a été 1,5 million de fonctionnaires qui ont été embauchés. Et comment on a payé tout ça? Par la dette. Et on a fait croire aux Français qu'on était finalement dans une troisième voie. Et c'était la troisième voie, la voie française. On pouvait travailler moins, maintenir un niveau de prestation sociale très élevé. Je ne le conteste pas, c'est important. Et puis finalement, sans augmenter la compétitivité. Eh bien, Jean-Jacques Bourdin, c'est un dogme. Aujourd'hui, personne n'a osé remettre ce dogme. Quelle solution? Mais il faut remettre toutes ces questions. Quelle solution? Il faut remettre toutes ces questions sur la table. C'est-à-dire? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas continuer à vivre avec 150 milliards de plus que ce qu'on gagne tous les ans, voire 100 milliards. Mais même 3%, Jean-Jacques Bourdin. On nous dit en 2029, écoutez, en 2029, on nous dit, on va tangenter les moins 3% de déficit. Mais 3% de déficit pour nos auditeurs, ça veut dire qu'on sera encore à 100 milliards de plus que ce qu'on gagne. Donc la dette va continuer à augmenter. Donc il faut une bonne fois pour toutes, que dans notre pays, comme l'ont fait d'autres pays, il ne faut pas s'amuser à faire peur, encore une fois, à tout le monde. Mais il faut dire, on s'assoit maintenant et on essaie de discuter ensemble. Mais qui est les moments présidentiels sont des moments importants. Souvenez-vous, vous avez fait référence, pardon de parler de ça, mais puisque vous avez fait référence à un moment où, lorsque je suis à la demande de Jacques Chirac, ministre des Finances, eh bien, je dis, eh bien, nous allons essayer de nous remettre dans les clous de Maastricht. Pourquoi? Pas parce que je suis un dogmatique, parce que c'est un traité. Eh bien, vous savez ce qu'on a fait? On a commencé par demander à Michel Pébroux, vous vous en souvenez, de faire un rapport détaillé. On avait réuni tout le monde. Donc c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui? On avait réuni, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire, je vous parle d'expérience. Oui. On a réuni tout le monde, les syndicats, les partis politiques, toutes couleurs confondues, les entreprises. Et on a demandé à Michel Pébroux d'animer cette équipe et de nous proposer, de faire de la pédagogie et de proposer des voies et solutions. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a fait le rapport Pébroux, vous vous en souvenez? On en parle encore. Je m'en souviens, on a fait de la pédagogie
pour expliquer ensuite comment, avec Jean-François Copé, avec 1000 sentiers, 1000 petits chemins, 1000 réformes, eh bien, on a commencé à s'attaquer vraiment à ce sujet structurel. Donc il faut à la fois faire de la pédagogie, expliquer la situation. Espérons que dans ce moment un peu inédit que nous vivons, plutôt que de dire ouf, on a effacé et on est passé de presque 7% de déficit, ce qui aurait été vraiment une honte et un scandale, à 5%, ouf, on va pouvoir passer à autre chose. Non, je vous le dis ce matin, on ne pourra pas passer à autre chose. Il faut vraiment se poser ces questions maintenant de façon structurelle. Se mettre autour de la table, et vous savez, si les élections, ça sert à ça. Oui. Donc plutôt que d'avoir un concours l'épine de la dépense publique, comme de façon pathétique, on l'a vu au cours des derniers mois à l'occasion des élections législatives, eh bien voilà, il faut que j'espère de tout cœur que dans le moment électoral, parce qu'au fond, il ne faut pas se tromper, on rentre dans un moment électoral maintenant, puisque les élections sont évidemment maintenant dans 2 ans. 2027. Oui, donc on rentre dans ce moment-là. Eh bien, espérons qu'on ait au moins un parti qui dise aux Français, voilà ce qu'on propose. Alors, il ne s'agit pas de proposer des choses extrêmement dures, mais voilà comment nous en sommes arrivés là, et voilà ce que nous proposons pour l'avenir, parce qu'il n'y aura que cette solution, tout en essayant de préserver et la croissance, et préserver notre modèle social. Alors justement, mais préserver aussi l'image de la France. Mais bien entendu. En Europe, est-ce qu'elle est en train de se dégrader là ? Mais Jean-Jacques Bourdin, à partir du moment où vous êtes un membre fondateur de l'Europe, et un père de l'Europe, on va dire. Et la France a joué un rôle très important. Et que, effectivement, notre Europe, elle fonctionne par des engagements qui sont pris. On appelle ça des traités. À partir du moment où la France signe ces traités, eh bien, si vous êtes un élément important de l'Europe, vous devez les respecter. La France s'affaiblit. Mais c'est à partir du moment où un pays, et surtout un pays comme la France, ne respecte pas les traités, bien entendu que la France a moins de voix. Lorsque j'étais ministre des Finances, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'Allemagne était à 67%, la France était à 64%. Dans les réunions de l'Eurogroupe, qui sont les réunions où on réunissait les ministres des Finances, quand le ministre des Finances, qui s'appelait Pierre Steinbrück, allemand à l'époque, disait quelque chose, je lui disais, Pierre, c'est bien ce que tu dis, mais fais ce que nous avons fait nous en France, pour pouvoir effectivement ensuite permettre de donner des recommandations aux autres. Aujourd'hui, l'Allemagne est à 65%, nous sommes à 115, à 112%. Vous vous rendez compte, il y a 50 points d'écart aujourd'hui, mais c'est énorme. Donc ça veut dire qu'effectivement... C'est grave pour le fonctionnement de l'Europe. Mais c'est grave, bien entendu que c'est grave. Si l'Europe n'est pas équilibrée, c'est une Europe qui ne marche plus sur 2 jambes. Alors elle marche plus que sur 2 jambes. Nous avons 27 États membres, c'est très important. Mais personne ne peut nier l'importance du couple franco-allemand et dans ce couple franco-allemand de l'équilibre qui est nécessaire entre les 2 plus grands pays de l'Europe. Alors aujourd'hui, on a quoi ? On a une France, évidemment, qui ne respecte pas les traités. Et donc, moi, je le regrette. Et il faut vraiment qu'on les respecte, pas par idéologie, mais parce que je viens de l'expliquer à un instant. 3% de déficit, c'est encore 100 milliards d'euros de dette tous les ans. Donc c'est aussi parce qu'on ne peut pas se le payer. Et puis de l'autre côté, vous avez une Allemagne qui souffre terriblement parce qu'elle n'a pas pris le virage énergétique comme elle aurait dû le prendre. Elle a été trop dépendante du gaz russe, on le sait, trop dépendante du marché chinois, trop dépendante des Américains pour sa défense. Il faut qu'elle revoie tout ça. Alors, voilà. Et avec une Espagne qui va tomber sans déficit à 2,5 ou 2,4. Oui, mais ils ont fait ce travail, comme le Portugal et comme la Grèce. Le Portugal, la Grèce, c'est possible. Bien sûr. C'est possible. Il y a eu ces grands moments. Et il faut le faire. Alors encore une fois, sur la durée, il ne s'agit pas de faire ça en 1 an ou en 2 ans, mais il faut se donner maintenant une trajectoire, une vision commune et partagée. Plus généralement, on va parler de politique étrangère, on a peu de temps, il nous reste 6 minutes, mais Thierry Breton, est-ce que l'Europe s'affaiblit en ce moment ? L'Europe est dans une situation qui est une situation difficile, évidemment, parce que vous avez d'abord une militarisation, et je le dis de façon très claire aujourd'hui, des plus grandes puissances mondiales. On pense évidemment à la Chine, c'est très intéressant. La Chine, tous les congrès, vous savez, du Parti communiste, à chaque fois, il y a la vision, c'était toujours une vision économique. Pour la première fois, le dernier congrès, présidé par Xi Jinping, ne parlait plus d'économie, ne parlait plus que de sécurité, c'est-à-dire évidemment de défense. On le voit évidemment aux États-Unis, on le voit avec la guerre en Ukraine, bien entendu, et sans oublier le drame du Moyen-Orient. Et donc, oui, bien sûr, on est dans un monde qui devient de plus en plus belliqueux, et donc il faut que l'Europe soit plus assertive, plus forte, plus autonome, plus stratégique, et c'est difficile, parce que je l'ai fait, moi, quand j'étais pendant 5 ans commissaire européen. C'est cette voie-là que j'ai portée, c'est cette dynamique-là que j'ai portée. Oui, mais cette dynamique, elle est un peu brisée avec la montée
volonté de l'extrême droite qui ne veut pas d'une Europe souveraine, avec peut-être l'élection de Donald Trump bien entendu, à la présidence, bien entendu, à la présidence des États-Unis. bien entendu, il y a évidemment tous ces éléments. Certains pourront même les qualifier de vent contraire. Eh bien, est-ce que c'est pour autant faut-il baisser les bras, Jean-Jacques Bourdin? Non, il faut au contraire être plus assertif et il faut être plus convaincu aussi. Quand Orban dit qu'il faut renouer le dialogue avec Moscou, que lui répondez-vous? Mais Viktor Orban est d'abord, il y a deux choses. La Hongrie dans une situation évidemment particulière parce que non seulement sa géographie, son histoire, on s'en souvient, mais aussi sa dépendance à l'énergie et au gaz russe. C'est le pays d'Europe qui dépend le plus du gaz russe aujourd'hui. Donc, il essaye de mélanger la chèvre et le chou. Et je connais bien Viktor Orban, je me suis entretenu à de très nombreuses reprises avec lui. Donc il y a évidemment ce qu'il dit et puis ensuite ce qu'il fait. Donc il faut aller le voir, il faut discuter avec lui. Et finalement, pendant 5 ans, on a réussi malgré tout à l'amener systématiquement à voter les sanctions. Mais ça demande de l'énergie et il faut rentrer dans son jeu. Est-ce que vous trouvez qu'Ursula von der Leyen est allée trop loin avec lui? Eh bien, par expérience, si je peux me permettre, je veux dire, en restant de là où je suis, c'est en discutant avec lui et en l'amenant progressivement à évoluer, qu'on le fait avancer et qu'on avance d'une façon en Europe. Et je le disais à l'instant, il prend ses positions et puis quand on discute, il a voté les 13 paquets de sanctions avec l'ensemble des 27. Je pense qu'il vaut mieux discuter qu'affronter. C'est en tout cas, moi, la position que j'ai toujours tenue lorsque j'étais commissaire européen. Je pense effectivement qu'entre les 27, mieux vaut éviter de s'affronter publiquement. Ça, c'est clair. Dites-moi, je voulais quand même vous poser la question. Ursula von der Leyen a échangé des SMS avec le patron de Pfizer. L'affaire arrive devant la justice au mois de novembre. Comment se fait-il qu'on ne connaisse pas la teneur de ces SMS? Écoutez, je ne peux pas répondre à cette question. J'étais en charge, comme vous le savez, non pas des achats des vaccins, puisque c'était évidemment à ce niveau-là que ça se passait, et je n'ai jamais été associé. Je l'ai regretté par moment, parce que j'ai un peu d'expérience dans ces domaines. Donc, mais bon, c'était pas ce qui a été choisi. Je n'étais qu'en charge. Je n'étais discuté par SMS avec Bourla. Je n'étais qu'en charge du caractère industriel. Et vous vous souvenez, finalement, qu'on a réussi en l'espace de quelques mois à réindustrialiser la France et l'Europe en matière de production de vaccins, notamment à ARN messager. Mais malheureusement, j'ai pas eu connaissance ni accès à ces échanges. Est-ce que la presse devrait avoir accès à ces échanges? C'est pas à moi de le dire. La presse fait son travail. Elle n'a pas besoin de commissaire ou d'ancien commissaire pour le faire. Et c'est tant bien que mal d'obtenir la teneur de ces SMS. Non, mais il n'y a pas que le New York Times. Je sais qu'il y a un certain nombre de vos confrères se posent ces questions, mais il leur appartient de faire ce qu'ils pensent nécessaire de faire, mais c'est certainement pas à moi à commenter ceci. Bien. Thierry Breton, sur le Proche-Orient, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'Europe sur le Proche-Orient. Faut-il maintenant... c'est vrai que ça a ému beaucoup de chancelleries, ce qui s'est passé hier, notamment ce tir israélien sur la Finule. Est-ce qu'il faut une initiative pour essayer de stopper Benjamin Netanyahou? Non, mais les tirs sur la Finule sont tout à fait inacceptables. La résolution 1701 qui donc stipule qu'effectivement il y a une force d'interposition. Je rappelle malgré tout quand même, excusez du peu, qu'on a quand même 700 femmes et hommes en armes, qui sont des Français, donc qui sont dans le cadre des 10 000 militaires. Il y a des Français, des Espagnols, des Irlandais, des Italiens. Donc ça, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Inacceptable, intolérable. Alors maintenant, pour le reste, oui, Israël a le droit et doit pouvoir se défendre, bien entendu, contre ces agressions terribles, inqualifiables, qu'on a du reste, comment dirais-je, commémoré, si je puis dire, enfin, en tout cas, il y a quelques jours, évidemment, le 7 octobre. Mais non, il y a des choses qui sont absolument inacceptables. Et c'est ce que disent maintenant un certain nombre de pays. Il faut évidemment maintenant qu'on rentre dans une... Mais je ne vois pas d'initiative européenne. Mais pour une raison extrêmement simple. D'abord, pardon, mais le dire... Est-ce que vous trouvez que les initiatives américaines portent leurs fruits? Bon, on n'est pas les États-Unis. Donc avant de parler de l'Europe, parlons des États-Unis. Pourquoi les États-Unis n'arrivent pas aujourd'hui à convaincre
M. Netanyahou, de changer progressivement, malgré les efforts et les paroles qui sont tenues. Les élections. Voilà, les élections. Et nous, en Europe, eh ben, c'est vrai que nous avons des États membres. Vous savez que la politique étrangère est à la main des États membres. Elle est certes un peu coordonnée par ce qu'on appelle dans notre jargon le haut représentant. C'est Josep Borrell aujourd'hui, ce sera Kaja Kallas demain, l'ancienne ministre estonienne. Mais derrière, ben, vous avez effectivement, compte tenu de nos histoires, je pense en particulier à l'Allemagne, bien entendu, nous avons des positions qui ne sont pas toujours harmonisées sur le Proche-Orient. Mais c'est ça l'Europe aussi. Et vous savez ce qu'il faut pour ça, Jean-Jacques Bourdin ? Il faut du leadership. Il faut du leadership. Il faut écouter tout le monde. Emmanuel entraîner. Macron n'est Certainement pas. Non, mais le leadership ne doit pas s'exercer au niveau d'un seul pays. Le leadership, c'est au niveau de l'Europe. Mais il faut un homme aussi. Eh bien, ou une femme. Eh bien, nous l'avons, l'homme. Nous l'avons, l'homme. C'est Antonio Costa. Ce sera le prochain président du Conseil européen. C'est l'ancien Premier ministre portugais. C'est un homme formidable. J'espère vivement qu'il va jouer un rôle important pour remettre un peu de liant dans tout ça, ne pas, encore une fois, comme on a pu le voir dernièrement, opposer les uns aux autres, ou s'opposer notamment à des chefs d'État, mais au contraire, entraîner tout le monde vers une vision commune. C'est un travail compliqué, l'Europe c'est compliqué, mais ça ne marche que si on travaille ensemble, collectivement. Merci Thierry Breton d'être venu nous voir avec vos vérités ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Très intéressant, Patrick Roger, juste après les informations de 9h.